et bienvenue dans le podcast Potentiel. Je suis trop contente. Merci beaucoup de donner de ton temps. C'est un sujet qui me tarde d'en parler avec toi. Mmh. Donc, merci à toi et bienvenue. Bah, merci beaucoup et je suis ravi d'être sur ton podcast. J'ai hâte de parler de tout ça avec toi. Alors, on se connaît pas beaucoup, toi et moi, mais le peu qu'on a échangé, j'ai l'impression que vraiment, c'était limpide, c'était fluide, c'était facile. Et franchement, je te remercie pour ça. Je te remercie pour ton authenticité. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais il faut vraiment, vraiment que je t'invite. Et j'ai pour habitude de présenter les invités, comme tu sais. Mais si je fais une gaffe ou que je dis pas ce qu'il faut, tu me le dis, ok? Ça marche. Allez, j'écoute. Donc, on te connaît plutôt sur Instagram. Si je ne me trompe pas, c'est Docteur Valentin Chabi, mais je mettrai ça en barre d'infos pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Tu es docteur en médecine esthétique et il y a une petite phrase que tu dis à ce sujet et que j'ai repérée et que je trouve ça très sympathique, c'est la médecine esthétique permet de réconcilier l'être et le paraître. J'adore, Absolument. j'adore. Et tu vois, je trouve que c'est un grand sujet, hein. On pourrait en parler, mais ça ne sera pas le sujet de ce podcast, mais peut-être tu pourras revenir pour en parler. Mais je trouve que c'est hyper important aujourd'hui la médecine esthétique et il serait très, très hypocrite justement de penser le contraire. On est quand même dans un monde où l'esthétisme compte et l'esthétisme, ça reste subjectif bien évidemment, chacun y Bien voit sûr. ce qu'il veut et le besoin qu'il souhaite bien évidemment. Mais en tout cas, je trouve ça super chouette et tu as un parcours hyper atypique, mais tu vas nous en Mmh. parler. C'est que tu as des troubles 10 et on pourrait se dire: Mmh. «Un médecin qui a des troubles 10, impossible». Dans la plupart, de la mentalité des gens, tu vois? Parce que, Mmh. oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi peut-être des Absolument. atouts. Et ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, on en a un petit peu parlé toi et moi, c'est que tu avais une vision des atypies assez négative ou en tout cas beaucoup de préjugés ou en tout cas de ce que tu m'as alors je veux pas parler pour toi et tu vas nous le dire, mais en Ouais, tout cas de ce que j'ai compris, ça t'agaçait même de parler de ce sujet, quoi. C'était absolument. épidermique, sans jeu de mots, Mais mais quasiment. C'est vrai. c'est ça. Et aujourd'hui, pour autant, tu es là dans ce podcast et tu vas nous parler de ça. Est-ce que j'oublie quelque chose ou est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, c'est très complet, c'est parfaitement ça. Effectivement, médecin, dyslexique, dysorthographique, c'est pas typique. Et me voilà ici. Comment tu as su que tu avais des troubles 10? Depuis quand tu le sais? Bah, en réalité, depuis très peu de temps, moi, mon diagnostic, il est vraiment tardif. Tu vois, j'ai bientôt 37 ans, là, dans quelques jours. Et en fait, mon diagnostic, c'était à 36 ans. Parce que, ouais, c'était cette année. Et parce que je ressentais vraiment des difficultés. Et en fait, tu sais, t'en parles souvent dans ton podcast, mais ce sentiment de l'imposteur, chez moi, il est développé puissance 1 million, comme chez beaucoup d'atypiques, hein. Mais à un moment donné, je trouvais ça bizarre, tu vois, d'avoir fait des hautes études, d'être plutôt bon dans mon domaine et de pas être fichu, d'écrire une phrase sans 70 fautes dedans. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu. J'ai fait la rencontre virtuelle d'une orthophoniste qui est géniale sur les réseaux sociaux. Je sais pas si tu la connais, Madame l'orthophoniste. Elle est géniale. Donc je lui ai posé des questions. Et elle m'a encouragé justement à faire un bilan parce que parfois poser un diagnostic fait vraiment de bien. C'est ce que j'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Incroyable. Alors déjà, Team 87, on est de la même année, donc bientôt, je te souhaite un bon anniversaire d'avance. Merci beaucoup. C'est incroyable, incroyable, je trouve, de se dire, OK, à 36 ans, tu découvres que tu as des troubles 10. Alors, est-ce que ça veut dire que tu n'as eu jamais aucune difficulté ou est-ce que tu as su les compenser par dans ton parcours scolaire? Ah, j'ai toujours eu des difficultés. Scolairement, ça a été très compliqué pour moi, hein. Depuis tout petit, j'étais vraiment, en tout cas sur la langue française, le dernier de la classe. J'ai jamais réussi à écrire les mots correctement. Mais je suis passé à travers toutes les mailles du diagnostic, du dépistage, du repérage, parce que je pense que j'ai compensé autrement par d'autres qualités, je pense. Et c'est juste le besoin de poser un diagnostic qui m'a conduit à découvrir que je suis 10. Ça veut dire que tes profs, quand tu étais à l'école ou même tes parents, ils se sont jamais questionnés à se dire: «Mais pourquoi il a autant de difficultés?» Je veux dire, en dictée, genre, les difficultés, d'orthographe ou de compréhension, enfin, jamais quelqu'un t'a dit: «Mais il y a peut-être un couac derrière?» Alors, si, quand j'étais tout petit, à un moment donné, je me souviens qu'il y avait une prof qui avait levé le problème. Donc, j'avais été voir une orthophoniste, mais il n'y avait pas eu de suivi particulier finalement, pas vraiment de diagnostic. C'était juste une espèce d'aide à l'écriture.
sans forcément s'adapter, tu vois, à cette problématique. Alors justement, Team 87, hein, à l'époque, bon voilà, ça existait déjà, hein, les diagnostics, mais c'était pas répandu et en fait, on passait plus pour le fainéant, celui qui écrit mal, voilà. Et donc, j'étais plutôt catégorisé dans le mauvais élève qui a des difficultés, qui est dernier de la classe, mais basta. Et puis ma maman aussi est dyslexique, dysorthographique, dyscalculique. Donc en fait, ça fait partie un peu du moule familial. Et en fait, comme on a tous réussi à s'en sortir, en soi, on n'a pas vu ça comme un problème, quoi. Alors attends, du coup, tu en as parlé à ta maman quand tu l'as su? Bah oui, absolument. Et alors? Est-ce Bah, qu'en tant que maman, elle s'est pas dit, mince, je suis passée à côté? Ou tu vois, qu'est-ce que bah ça a non, parce généré que pour elle? finalement, je suis docteur en médecine, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, Donc c'est sûr. ça compense un peu le truc. Oui, oui, c'est sûr. Mais ok. Et est-ce que dans les autres matières, ça avait des conséquences ou est-ce que tu étais quand même assez bon? Ou est-ce que tu t'es dit, ouais, non, de toute façon, l'école, c'est pas fait pour moi parce que je suis nulle partout. Ah non, j'étais vraiment l'outsider, hein. J'étais nul Ah ouais, partout, ouais, entre partout. deux. Il y avait que trois matières que j'aimais beaucoup, c'était la Le musique, sport? l'art La musique. plastique et le sport. Ouais, C'est les ça. trois Ah derniers. oui, j'ai pas dit, mais c'est effectivement dans ton profil, quand je t'ai demandé un petit peu de te présenter, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, tu as dit que tu étais multipassionné, musique, dessin, peinture, sport, communication et plein d'autres choses encore. Ouais. Donc, on sent bien en fait que finalement, les compétences que tu as voulu développer, bon, c'était pas sur les matières académiques, quoi. Absolument, tout à fait. J'étais plutôt bon en fait dans ces autres matières. En fait, même j'étais dans les premiers de classe, mais par contre, vraiment, j'ai toujours été dernier de la classe depuis le CP jusqu'à la terminale en réalité, hein. Donc, ouais, Mais toujours, alors toujours. attends, je suis sûre que là, tout le monde qui nous écoute va dire, mais comment t'arrives en médecine? Ouais, c'est Tu incroyable. vois? Alors, ouais, c'est assez étonnant. Même moi, des fois, je me dis, mais comment c'est possible? Mais déjà, en fait, j'ai accumulé énormément de difficultés tout au long de ma scolarité. Donc, j'ai redoublé à l'époque en ma quatrième. J'ai réussi du coup à passer en troisième et même après le redoublement, c'était un peu compliqué. Ensuite, je suis arrivé au lycée, donc j'ai fait un bac S. Sur les matières scientifiques, j'avais plus de facilité parce que bon, voilà, les maths, la physique, c'est un peu plus pragmatique. Les énoncés, les phrases, c'est pas trop long. Donc j'étais toujours dernier de la classe parce que je mettais du temps, en fait, je m'en aperçois aujourd'hui, hein, à lire les énoncés, à comprendre l'énoncé. Mais j'arrivais quand même à m'en sortir, mais très sincèrement, hein, mes notes, c'était toujours en dessous de 10 de moyenne. J'ai redoublé le bac. Et sur le redoublement du bac, c'est à ce moment-là où j'ai été entouré d'une équipe pédagogique qui était formidable et ça m'a permis de me faire rêver un petit peu. Attends, attends, il faut que tu nous expliques ça. Ouais. Quand même, parce que pour moi, il manque une étape là. C'est-à-dire que effectivement, sur le côté scientifique, c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas vraiment le côté de développer de l'orthographe, de la grammaire, de, voilà, de la syntaxe. Mhm. Mais de toi-même, ok, ça t'a donné envie de rêver, mais ça veut dire que ces personnes-là qui t'ont donné envie de rêver, ils ont pu voir ton potentiel parce que, tu vois, souvent, on va entendre des témoignages de personnes en disant au contraire que certains conseillers d'orientation ou professionnels vous ont vraiment orienté vers un profil plutôt technique, et il n'y a pas de comparaison avec la technique, mais en disant, bah, en fait, vous n'êtes pas fait pour ça, vous êtes fait pour autre chose, et puis basta, c'est fini. Et ils n'ont pas pu avoir cette chance-là. Donc, ça veut dire que ces gens-là ont vu ton potentiel, que toi, tu y as cru, et comment ça s'est passé après, quand en première année de médecine, parce que moi j'ai beaucoup de médecins autour de moi et mon mari a fait médecine, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et donc là, puis Ouais, il en y a plus un c'est des... fossé. Ouais, et puis les mots, c'est du latin, c'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, je me dis, avec des troubles du 10, comment t'as fait, quoi, tu vois? Alors, en fait, vraiment sur la partie lecture-écriture, c'est très compliqué pour moi encore aujourd'hui. Par contre, je sais que je comprends assez vite les choses, assez facilement, et je vais quand même, voilà, j'ai au moins peut-être cette vitesse de compréhension qui me permet de compenser ce trouble 10. Après, c'est vrai que tout au long de ma scolarité, étant vraiment dernier de la classe, hein, puis je t'avais envoyé un peu mon dossier scolaire, enfin voilà, il n'y a vraiment pas de fake là-dedans. Et j'ai toujours les profs, les conseils d'orientation, ils ont essayé quand même de me pousser vers la voie plutôt professionnelle. Mais mon père, ma mère, ils n'ont jamais lâché l'affaire. Ils savaient que j'avais un potentiel et ils m'ont toujours encouragé. Ma maman, c'était plutôt sur le côté artistique parce qu'elle, elle est vraiment très créative. Et mon père, c'est un vrai scientifique, très pragmatique. Et il s'est dit, il va y arriver, il a un truc différent. Et donc, chaque année, j'allais au conseil de classe, en fait, parce que tu sais, je faisais partie des derniers où on disait est-ce qu'il redouble pas. Et mon père, à chaque fois, ma mère, ils n'ont pas lâché le morceau en disant non, il faut le faire passer, il faut le faire passer.
Alors, c'était douloureux et difficile parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic. Donc, chaque année, j'étais quand même le dernier de la classe. Donc, tu imagines bien que bah, psychologiquement, c'est pas génial. Et puis, moi, j'étais en dictée celui à qui on mettait des notes négatives quand même. J'étais à -15/20. C'est juste épouvantable. Il y a des profs qui m'ont dit que j'étais un illettré, que j'étais un parasite, même parfois, on m'a déjà dit, parce que je trichais tout le temps. Parce que t'as pas envie de te confronter à un -5/20 en fait. Et puis, comme tout enfant, t'as pas envie de ramener cette note à tes parents en disant, regarde maman ce que je vaux, regarde papa, je suis un -5/20. Donc, ça a été compliqué. J'ai beaucoup caché à mes parents mes bulletins, mes notes. Je déchirais les pages de mon agenda pour pas voir le travail qu'il y avait à faire parce que du coup, ça prenait énormément de temps le week-end. Et donc, j'ai été vraiment, j'ai commencé à développer une phobie scolaire au fil des années. Et le dimanche soir, pour moi, c'était épouvantable. J'étais malade tous les dimanches soirs parce que je voulais pas aller à l'école. Le lundi, je trouvais toutes les excuses pour essayer de pas y aller. Donc ça a été ça vraiment toute ma scolarité. Et jusqu'à arriver très difficilement en fin de lycée, où là, après quand même 2 redoublements, je me retrouve, enfin tous mes copains sont passés à la fac, je me retrouve tout seul, je le vis très mal. J'étais au bord de la dépression, je me souviens, c'était vraiment très compliqué. Et je me retrouve dans cette classe en me disant, bon, bah, finalement, je vaux rien, je vaux pas grand-chose. Malgré mes efforts, j'y arrive pas. Et je sens que je vais pas m'en sortir. Et j'avais dans ma tête planifié mon échec scolaire, quoi. Je m'étais dit, je vais sortir de ce système. Et puis, j'avais, sans que mes parents le sachent, pris un dossier pour aller à l'armée. Alors, c'est génial, l'armée, hein, ça apporte beaucoup de choses. Mais c'était plus vu pour moi comme un espèce de sacrifice, à me dire, bon, bah voilà, en fait je vaux rien, on m'a toujours dit que je ne valais rien, enfin, dans le cadre scolaire. Donc, bon, à quoi bon continuer, quoi. Donc, c'est là que je tombe sur cette équipe pédagogique. Donc, mon lycée à l'époque euh, a fait un petit coup de maître, je trouve, parce qu'ils ont créé une classe où ils avaient mis tous les mecs et toutes les nanas qui avaient redoublé au moins 2 fois avec des gens qui avaient beaucoup d'avance. Et donc, il y avait cette espèce de compétition, tu vois, ça a touché notre ego un petit peu. Il y en avait qui avaient 16 ans et nous, on était en terminale à 19, 20 ans, quoi. Il y avait un fossé. Et ils ont mis vraiment des professeurs qui étaient d'une bienveillance extrême. Et ces gens-là, vraiment, je les remercierai jamais assez parce qu'ils ont vu le potentiel. Et en fait, c'était des gens qui n'ont vu que le positif. Alors, ils n'étaient pas tendres avec nous, mais ils ont cherché à nous tirer, nous tirer. Et pendant un an, ils nous ont dit, les efforts, ça paye toujours, t'en es capable. Et j'avais jamais entendu ça à l'école. Et c'est là que ça a changé les choses pour moi. Ouais, je suis hyper émue. Je suis hyper émue. Et non, mais en fait, je te remercie parce que je trouve que c'est très, très authentique et honnête ce que tu dis. Et c'est très fort ce que tu dis. Quand tu as dit, par exemple, j'étais à -5, j'étais à -15. C'est terrible parce que c'est vécu comme ça. Alors, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, c'est totalement interdit de mettre des notes négatives. Bon, Ouais, ben, Team 87, on était d'une autre génération, bien sûr. exactement. Mais moi, j'ai connu aussi l'humiliation, tu sais, où tu te rappelles, où ils distribuaient les notes de la meilleure à la moins bonne. Et donc, ou bien de la moins bonne à la meilleure. C'était terrible, en fait. Ouais. Alors, personnellement, moi, contrairement à toi, j'ai trouble à 10, mais j'avais la chance d'être très, très, très bonne dans les autres matières. Donc, ça Mm. compensait, mais j'étais extrêmement frustrée à chaque fois, tu vois, par exemple, sur des dissertations d'histoire où, en fait, on m'enlevait des points pour l'orthographe, chose que normalement, tu n'as pas le droit de faire. Ouais. Mais, du coup, je n'arrivais pas à atteindre bah, la note de 20 parce qu'à chaque fois, on m'enlevait 3 points sur l'orthographe, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et oui, bon, ben, il y en avait beaucoup. Et je me souviens, par exemple, dans des dictées où j'avais des profs qui me disaient, ils se mangent tu sais, devant tout le monde pour te Dans bien l'enfer. signifier, n'oublie pas le NT ou des trucs comme ça, tu vois. J'ai une copine que j'ai gardée, enfin une amie du collège qui me dit, oh là là, oui, je me rappelle et tout, que tout le monde te regardait en pouffant de rire. Et alors, la prof, elle voulait être gentille, mais en vrai, c'était hyper, hyper humiliant, tu vois. Bien sûr. Et puis même des fois, elle le faisait et je comprenais pas ce qu'elle voulait dire, tu vois. Vraiment parce que t'as pas le réflexe. Non. Donc, mais c'est ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, après maintenant j'écris des livres et je fais quasiment plus de fautes. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis à la fin. Mais j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé pour en arriver là. Que en faisant des efforts, ça paye toujours. Et je Ouais. pense que merci de le dire parce que c'est exactement ça. Et je pense que quand on a des difficultés et que à quel point ça s'ancre en nous ce truc de je suis nul. Et j'allais te poser la question, tu vois, le fait d'être toujours derrière la classe. Mais oui, c'est super dur en fait. C'est Ouais. comme tu dis, en fait, s'imprègne en nous l'idée de bah ouais, je vaux rien, je suis nul, alors que ça n'a rien à voir avec notre valeur ou avec qui on est. Absolument. Bien Euh, sûr. et tu as eu la chance, de ce que je comprends aussi, d'avoir des super parents. Ouais. Absolument. Ils n'ont Comme pas quoi ça lâché compte. les pas, Des mais parents c'est qui ont confiance en nous. essentiel. C'est essentiel.
parce que bah, c'est ton repère, hein, quoi qu'il arrive, ça reste quand même ta cellule de confiance. Et mes parents, ils m'ont toujours permis de rêver, en fait. J'ai jamais eu de pensée limitante, en fait. Tu sais, de ce côté-là. Mon papa était très dur avec moi sur le plan scolaire. Ma maman, elle était plutôt sur le côté, comme je te disais, artistique, à me pousser à faire du dessin, etc. Et en fait, c'est des choses qui me faisaient beaucoup de bien. Mais du coup, avec la vision très pragmatique de mon père, ça m'a appris aussi à ne jamais me satisfaire de ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis toujours balancé avec cette éducation, en tout cas, entre la fierté et puis en même temps la frustration de ne pas pouvoir faire mieux. Et ça, je trouve que pour moi, en tout cas, c'était essentiel parce que c'est ce qui me permet toujours de chercher à me dépasser. Et du coup, de ne pas subir aujourd'hui, en tout cas, mes difficultés. Merci papa, maman. Ouais, bien sûr, absolument. Et du coup, j'ai une question parce que parfois, alors tu vas me dire si ça a été ton cas, parce que c'est pas toujours le cas, mais le manque de confiance en nous, parce que l'école nous renvoie une image de nous-mêmes désastreuse, ça a un impact aussi dans les relations, et notamment à l'adolescence, avec les autres enfants. Toi, avec les... Alors, le fait que tu étais peut-être doué en sport en tant que garçon, ça a pu potentiellement te protéger, mais je sais que pour certaines personnes, comme du coup, tu n'as pas confiance, que peut-être les autres se moquent de toi, dans les relations, dans les amitiés ou dans les premiers flirts, des choses comme ça, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta vie ou pas du tout? Bah oui, hein, parce que c'est pas de tendance hein, d'être le dernier de la classe. Alors après, malheureusement, j'ai fait comme beaucoup d'enfants avec des difficultés. J'ai choisi la casquette, tu sais, de l'enfant turbulent, pour pas dire insupportable en cours, hein. Je pense que j'ai été très difficile pour certains professeurs, hein, et ça, malheureusement, ça a été à l'époque mon moyen de défense. Donc j'ai fait beaucoup de bêtises, des grosses conneries même parfois, mais ça a été un peu bah, voilà, ma petite révolution, quoi. J'avais pas envie d'être catégorisé là-dedans, donc j'ai été un peu catégorisé, voilà, dans les enfants turbulents qu'il faut mettre au fond de la classe parce que de toute façon, il va faire n'importe quoi. Donc ça a été comme ça. Et après, comme j'ai entendu dans un de tes podcasts, tu parlais des atypiques qui ont des petites antennes pour repérer finalement sans le savoir, tu sais, les autres avec des petites antennes. Et en fait, je me suis sans le savoir toujours entouré de gens comme ça, un peu bizarres, entre guillemets, tu sais, avec des centres d'intérêt complètement à côté ou autres. Et Ouais, les finalement, outsiders, comme on dit. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des gens avec qui j'ai toujours contact parce que ils sont différents, mais ils m'apportent énormément en fait. Et dans cette différence, tu crées une espèce d'unité. Et sur le côté relationnel, comme je me suis entouré que de ces personnes-là, ça m'a pas trop posé de problème. Je savais que j'avais des personnes ressources, en tout cas à l'école. Et puis après, ce qui m'a aussi énormément donné confiance en moi, c'est j'ai fait beaucoup de boxe en fait quand je suis arrivé au lycée. J'ai fait de la boxe à haut niveau et en fait j'ai été très valorisé dans mon club à travers ce sport parce que j'étais bon là-dedans et au moins j'avais ça et j'avais ce petit pied à terre quoi pour me poser. C'est hyper important ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ça, c'est trouver en fait, et on est toujours finalement dans cette idée, et c'est ce que je retiens de ce que tu dis, c'est-à-dire voir qu'il y a toujours du potentiel. Et moi, j'y crois forcément, vu le titre, tu vois, du podcast. Je pense vraiment, et même les gens qui ne sont pas atypiques, ils ont du potentiel. Tout le monde a un potentiel, il faut le Bien trouver. sûr. Et pour le trouver, il faut expérimenter d'autres environnements. Et heureusement que finalement, tes parents t'ont permis d'avoir d'autres environnements que celui que juste de l'école parce que c'est peut-être quelque chose, tu vois, un trépied sur lequel vraiment tu t'es posé et auquel tu t'es accroché pour dire, mais en fait, il y a quelque chose et je vaux quelque chose quelque part. Donc, Ouais. voilà. Tu aurais pu décider de faire vraiment une carrière pro que de boxe. Ah ben j'y ai pensé très longtemps en fait. Vraiment en fait j'étais en échec scolaire sur la fin du lycée où il y avait des bulletins où j'avais 0,5 de moyenne. Enfin t'imagines, c'est hallucinant quand même. Et donc j'avais pensé en fait à faire une carrière pro, mais on en parlera peut-être par la suite. Mais il y a la 10 et puis après il y a peut-être une espèce d'hyperactivité ou autre. Je me suis beaucoup épuisé dans le sport. Et j'ai dû arrêter à un moment donné parce que je faisais trop de sport, je me suis pas mal blessé et psychologiquement, je me suis épuisé en m'engouffrant dans cette passion. Donc, ça m'a pas permis d'aller là-bas et ça correspondait en plus à la période où j'ai commencé médecine. Donc, j'ai délaissé ça au profit des études de médecine. Attends, tu me lances d'autres neuroatypies. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Toi, tu te reconnais dans quoi? Où il y a eu, est-ce qu'il y a eu d'autres diagnostics? Où il y a des choses qui vraiment, tu penses que ça te concernerait, mais t'en es pas sûr? Dis-nous. Bah, comme tu vois, là, j'ai fait que cette année mon diagnostic en plus de 10. J'ai jamais fait de diagnostic pour autre chose. Après, voilà, il y a des choses où je sais que je suis complètement différent. L'hyperactivité,
j'ai pas une hyperactivité physique, en tout cas psychologique, psychique. Je pense très certainement parce que je sais que j'ai un cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure tout le temps. Je me souviens de moments un peu étonnants à l'adolescence où il y avait des fois où je dormais pas pendant 4 5 jours d'affilée parce qu'il y avait quelque chose qui m'obsédait et j'avais besoin de me documenter là-dessus et faire des recherches ou dessiner, peindre nuit et jour et j'arrivais complètement éclaté en cours parce que toute la nuit j'avais fait ça. Donc je sais que ça, c'est pas dans la norme en tout cas, et mes copains à l'époque, ils n'avaient pas ça. Donc je sais que ça, c'est différent chez moi, et je sais que quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'ai du mal à penser à autre chose, ça m'obsède complètement. Et donc je vais aller foncer là-dedans. C'est aussi ce qui m'a aidé par la suite, tu verras. Après, dans les autres atypies, la multipotentialité, ça t'en parle souvent. Je pense que je suis un peu différent là-dedans. Je sais que je m'intéresse à énormément de choses et qu'il y a pas mal de sujets dans lesquels je suis plutôt bon, spontanément en tout cas. Donc ça, c'est vraiment mes deux super pouvoirs, quoi. Ah, et la sensibilité. Ça, j'ai du mal à dire en fait. J'ai du mal à Ah, c'est savoir. intéressant. Euh, C'est Ça, j'ai intéressant. du mal à savoir. Je sais que ça, j'aurais peut-être besoin de creuser un peu plus la chose, mais je me suis jamais laissé l'ouverture en fait de penser à ça. Mais je sais qu'il y a des sujets, voilà, qui peuvent complètement me faire vriller. Euh, je déteste l'injustice. Je suis complètement intolérant face à ça. Et j'ai des valeurs qu'il faut pas vraiment pas transiger là-dessus, mais j'ai pas poussé la chose là-dessus. Ok, ok. Alors justement, tu m'as tendu la perche. Concernant la fac de médecine, finalement, quels ont été les plus grands défis par rapport notamment à ces troubles 10 et qu'est-ce que tu as mis en place finalement et qui t'a permis d'arriver à finalement être diplômé et aller au bout du bout? Alors notamment, il y a la première année, donc tout le monde sait que la première année de médecine est difficile, mais je crois que tout le monde ne sait pas à quel point c'est difficile de continuer année après année en fait, sur ce rythme-là. Parce que certes, la première année, elle est difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses de nouveau, il y a énormément de quantités à Exactement. apprendre, mais après se rajoute, et les gens ne savent pas s'ils connaissent pas trop tout ça, mais il y a l'externat, il y a l'internat, c'est un rythme de fou furieux, hein, vraiment. Ouais. Et au final, à la fin, tu as le gros concours, là aussi, pour choisir ta spécialité. Bref, en fait, ce qui est dur aussi, c'est l'intensité, mais c'est aussi maintenir cette intensité sur la durée, en fait. Ouais. Comment t'as fait? Alors déjà, en fait, juste parce que l'anecdote est assez marrante, mais pourquoi en fait j'ai choisi médecine, c'est que à l'époque, j'étais en quatrième et j'avais rencontré une conseillère d'orientation comme tout le monde. Et à l'époque, j'étais abonné à un magazine qui s'appelait Science et Vie Junior. Alors ça me passionnait ce truc. C'est vraiment des références des années 80, tu vois. Mais Ouais, ouais, j'adorais ouais, ce magazine. Et un c'est jour, en comme tu fait, sais, il était une fois la vie, on a des et références oui, comme ça, alors c'est ça. ça c'est ce qui m'a passionné pour la science, quoi. Ah, Et, ouais, c'est trop et bien du ça. coup, dans un article de Science et Vie Junior, j'étais tombé sur une page en fait sur le cerveau humain. Et j'ai trouvé ça fantastique, mais ça m'a obsédé pendant des semaines. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et donc, je me suis renseigné, j'ai découvert le métier de neurologue. Et je me suis dit, c'est incroyable ces gens en fait qui explorent le cerveau humain, comprendre comment ça fonctionne. Et c'est le monde de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me parle. Et j'ai été allé voir la conseillère d'orientation qui m'a complètement cassé mon élan en disant, mais non, mais attends, t'es nul, hein, Coco. Et là, elle m'a tendu une fiche, tu devrais faire un bac pro. Voilà. Alors, c'est très bien en fait, un bac pro, alors, c'est génial. Enfin, il n'y a pas de métier mieux qu'un autre en fait, mais c'est pas ce que je voulais en fait. Et plutôt que de m'expliquer comment faire pour arriver à cet objectif, elle m'a dit, tu es nul, tu vas faire ça. Et donc, moi, j'ai trouvé ça, et j'ai eu honte en fait, du coup, d'oser parler de quelque chose qui me passionnait. Et donc ça, je l'ai enterré très, très, très au fond de ce que je voulais. J'ai avancé dans les études. Et je me retrouve à ma deuxième terminale en train de préparer l'oral avec des copains parce que je pensais que j'allais pas l'avoir tout de suite. Et au final, j'ai réussi à avoir mon bac sans passer à l'oral. Et il y a deux copains de classe qui viennent me voir en disant, ah bah, Val, nous, on s'inscrit en médecine. Viens avec nous, apparemment, c'est marrant, il y a plein de fêtes. Et donc je me dis, et là d'un seul coup, tout s'aligne dans ma tête, et je me dis, mais en fait, ouais, c'est toujours ce que j'ai voulu faire en fait. Et c'est rigolo parce que ces deux potes-là, ils ont juste balancé une bêtise comme ça. Et en fait, ça a tout déclenché. Et donc là, je me suis inscrit en médecine. J'ai osé le dire à personne au début parce que je pensais redoubler ou pas réussir mon bac. Et là, du coup, une fois que j'ai mon bac, il y a le professeur, monsieur l'Espagnol d'ailleurs, que j'ai invité à ma thèse, qui est vraiment quelqu'un que j'admire parce que lui, vraiment, il m'a pas lâché.
Il me dit, bon, bah voilà, bravo pour ton bac, t'as vu, t'as pu le faire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et là, je lui dis, je vais faire médecine. Et là, je vois la détresse dans son regard. Et il me dit, ah ouais, mais là, c'est pas comme le bac, tu vas te casser le nez. Et là, je peux te dire que ouais, ça a été dur. Une des personnes que j'admirais le plus me remet face à une réalité d'échec. Et là, finalement, grâce au sport et à la boxe que j'ai fait avant, avec cette, tu sais, cette autocompétition, cette rigueur et cet acharnement à L'état l'entraînement, d'esprit, en fait. Tu as développé un l'état état d'esprit. d'esprit. Ça, j'ai travaillé l'état d'esprit grâce au Mm. sport. Et là, je me suis dit, ah ouais, vous le prenez comme ça dans ma tête, et ben je vais y aller, je vais y arriver. Et en fait, du coup, j'arrive en première année de médecine, effectivement. Donc là, le premier jour où je m'assois dans l'amphi, ça a été un coup de foudre. Mais vraiment, avec l'école. Mais vraiment, tu vois, je revois encore cette scène où tout va très vite, il y a beaucoup de monde, il y a énormément de compétition. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place. C'est hallucinant quand même, tu vois. Parce que, en Grave, fait, un poisson dans l'eau, quoi. Là, tu t'es dit, j'adore l'atmosphère, j'adore la j'adore dynamique. l'école. Ouais. Ah ouais. Et je me suis dit, c'est complètement dingue. Je me suis toujours senti à côté. Mais là, je suis à la fac, je suis dans un environnement qui me correspond et tout va très vite. Et je pense qu'avant, en fait, voilà, comme c'est très carré, tu vois, l'enseignement scolaire, c'est 1 plus 1 égale 2, etc. Il y avait quelque chose qui allait pas avec moi là-dessus. Et là, tout va très vite et je me suis vraiment senti à ma place. Donc, la première année de médecine, je travaille un peu, je bricole comme je peux parce que j'ai aucune base. Je sais même pas apprendre un cours, en fait, hein. T'imagines que recopier, enfin, prendre les cours alors que ça va vraiment très vite, c'était difficile. Et je me plante royalement, quoi, la première année. Et en fait, tu sais, on n'avait pas le droit à l'époque, hein, maintenant ça a changé, on n'avait pas le droit de redoubler si on avait moins de 5 de moyenne, et j'ai eu 5,1. Donc en médecine, déjà 5 pour la première année de médecine, bon, c'est pas que t'es nul, quoi, c'est vraiment difficile, hein. Donc Et voilà, ça j'ai t'a pu pas découragé? Tu t'es pas dit au final, bah, c'est bon, c'est pas fait pour moi, ils avaient raison. Tu sais, ça n'a pas alimenté ce doute-là quand même? Je me suis posé plein de questions et en fait, après cette première année, j'ai revu tous mes copains que j'avais pas vus pendant un an, etc. Puis ils me disent tous, ouais, bon, c'est normal, voilà, t'as raté, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et en fait, j'ai été vexé qu'on me dise, qu'est-ce que tu vas faire d'autre que médecine? Et ça, vraiment, ça m'a piqué au vif. Et du coup, j'ai rien dit et je me suis dit, non, mais c'est hors de question, pour moi, il n'y a pas de plan B. Et je suis allé et j'ai foncé, foncé, foncé. Alors, ça n'a pas été simple, hein, parce que, comme tu l'as dit, forcément, il y a vraiment un énorme volume de travail. Mais j'ai réussi, en mimant le travail d'autres potes de promo, à trouver ma façon d'apprendre, en fait. Et une fois que j'ai trouvé ça, j'ai bossé comme un malade et ça l'a fait. Alors, c'était quoi ta méthodologie? Parce que Alors je pense moi, que ça ma peut intéresser méthode, en certaines fait, personnes. au début, je faisais comme je faisais à l'époque, je recopiais, et puis pour moi, recopier, ça n'a aucun sens, donc je retenais pas. Et en fait, j'ai un copain en fait qui me disait, ouais, j'ai tout appris par cœur, mon cours. Je fais, bah, c'est impossible d'apprendre par cœur, enfin, tu as des classeurs comme ça. Et puis en fait, il fait, ouais, moi j'en suis capable. Mais tu sais, il me le dit en mode compétition, quoi. Et je fais, ah ouais, d'accord. Et en fait, tout simplement, j'ai repris la seule méthode d'apprentissage qui fonctionnait. Et quand j'étais en primaire, la seule chose qui fonctionnait, c'était les poésies pour moi, tu sais, dans la littérature, parce qu'il suffisait d'apprendre par cœur et réciter. Et donc, en fait, j'ai posé mon premier cours, j'ai lu la première phase, je l'ai récité, j'ai lu la première, la deuxième, j'ai récité les deux, et j'ai fait ça sur tous mes cahiers. Et j'ai tout appris par cœur, mot à mot, en récitant du matin au soir, debout, comme un acteur de théâtre, et j'ai tout appris par cœur. Voilà. En fait, ta découverte avait quand même une mémoire extraordinaire. Ouais, je pense que j'ai une mémoire. Alors, Ouais, j'ai une bonne mémoire que j'ai travaillé énormément parce c'est que ça. Il y avait à du peu près. potentiel de base que tu Ouais. as vraiment développé parce que tout le monde n'en est pas capable, il faut bien le dire aussi, quand même, de mémoriser autant, tu vois. J- Bah, de cette façon, peut-être, mais chacun Ouais. a une façon d'apprendre, tu vois. Ouais, oui, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin d'écrire effectivement pour mémoriser, mais c'est chouette, c'est chouette. Tu as dit quelque chose d'hyper intéressant. Alors, il y a plein de choses, mais je reviens sur Hmm. j'ai eu honte d'oser. Tu sais, dans ton parcours, Ouais, tu sais, honte d'avoir même rêvé, d'avoir envisagé quelque chose. C'est quelque chose ouais, que je retrouve beaucoup, beaucoup chez les gens, et même à se questionner, tu vois, sur leur atypie. Il y a beaucoup qui disent, mais moi, je j'ose même pas imaginer que je peux être potentiellement, et notamment c'est sur le HPI, ouais. parce que, et du coup, ils n'osent pas aller voir un professionnel pour dire bah, peut-être, éventuellement que. Ça, c'est super dur. Et c'est très fort. Donc, merci de l'avoir dit parce que finalement, t'as quand même pas lâché. Et je pense, bon, alors voilà, mais tu vois, en t'écoutant, je me disais, en fait, tu nous montres un super exemple de comment on peut faire de son ego un allié. Tu vois, on dit souvent que Bien sûr. l'ego, il peut être un ennemi. Et c'est vrai que parfois, bah, on devient trop égocentré. Et voilà. Mais là,
ça a été un allié incroyable parce qu'à chaque fois, finalement, c'est parce qu'on t'a piqué un peu trop, dit oh, oh, ça va quoi, tu vois, ça t'a fait Ouais. surréagir en disant c'est pas possible, je lâcherai pas, juste parce que non, là, vous m'avez trop piqué quoi, tu vois. C'est ça. Bah, je pense que en réalité, tout le monde est capable de réussir dans la vie, mais réussir ses propres objectifs. L'idée, au fait, il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, qui, je pense, hein, définissent pas bien leurs objectifs et du coup se perdent un peu, ils se retrouvent en échec et ils sont déçus par ça. Mais en fait, moi, j'ai eu la chance à un moment donné, en lisant, en plus, pourtant la lecture, je déteste, mais en lisant un livre, et je me souviens, c'était en terminale, Le discours de la méthode de Descartes. Alors, comme tout bon 10, je ne l'ai pas fini, hein. Mais en tout cas, il y a eu des choses et des phrases dans ce bouquin qui m'ont vraiment marqué et qui ont été un tournant pour moi dans ma façon d'appréhender les choses. Tu vois, en se mettant à douter de tout, en reconsidérant tout, en disant, mais pourquoi je fais cette chose de telle façon? Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire? Et à partir de là, vraiment, je me suis mis à me poser énormément de questions et à essayer de définir un peu mes objectifs. Pourquoi j'y arrive pas? Comment je peux faire pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai envie dans la vie? Pourquoi, en fait, je me bloque? Et en fait, la réponse à ça, à chaque fois, ça a été, mais toutes les limites, c'est des facteurs limitants que je m'impose. Et ça, je pense que vraiment, c'est un message à diffuser au maximum, c'est que le plus grand ennemi de la réussite, c'est soi-même en réalité. Parce que si on passe son temps à être persuadé qu'on est nul, c'est impossible d'y arriver. Alors, ça va être difficile, mais il faut pas avoir aussi peur de se confronter à l'échec. Parce que l'échec, c'est ce qui permet de voir nos limites. Et quand on connaît nos limites, on peut mettre en place des stratégies pour les dépasser. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, par peur, s'arrêtent avant d'être confrontés à l'échec. Mais il n'y a pas de réussite sans échec, c'est pas possible. J'ai redoublé 3 fois, tu vois. Amen, amen, clairement. Merci, merci pour ça. Et alors aujourd'hui, dans ton métier de médecin, est-ce que tu crois que ça t'aide? Quels sont les impacts encore aujourd'hui? Alors que ça soit des troubles 10, mais peut-être aussi, tu vois, je vois positivement le fait que, en fait, tout ce parcours-là, de te confronter à l'échec, de développer cette résilience, cette antifragilité, tu vois, que tu as, parce qu'il a bien fallu la développer vu ton Mm. parcours, cette sensibilité peut-être aux autres plus grande, moi, de ce que j'entends, parce que forcément, quand on a eu des difficultés soi-même, qu'on a été un petit peu la risée de plein de choses, bah, on est plus sensible aussi, plus empathique par rapport à d'autres personnes. Bref, comment ça se traduit aujourd'hui, tes nombreuses atypies dans ton métier de médecin? Je pense que aujourd'hui j'ai réussi à me créer en fait, me créer un métier quasiment, parce que tu vois dans les études de médecine, voilà, tu choisis une spécialité et en fait c'est très binaire. Tu veux être cardiologue, tu veux être, j'en sais rien, chirurgien ou autre. Et en fait je me retrouvais pas trop là-dedans parce que moi j'ai besoin de m'intéresser à beaucoup de choses. Je m'ennuie très vite en fait. Et donc en fait pendant mes études, je bossais très bien, j'avais des très bons résultats, mais j'arrivais pas à me retrouver dans une spécialité. Et je suis tombé en fait sur, par hasard sur cette spécialité qui est pas du tout connue, qui est même pas vraiment reconnue en réalité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, ça touche énormément de choses. En fait, on peut, on a autant le côté psychologique, le côté relationnel, le côté chef d'entreprise aussi, le côté médical, le côté très technique. Et en fait, tout ça crée une palette qui peut me multipassionner dans un seul domaine finalement. Donc moi, j'ai réussi à me créer mon métier qui est mon environnement dans lequel je me sens bien et dans lequel aujourd'hui je n'ai pas de difficulté en réalité. L'orthographe, on s'en fiche en fait, complètement, parce que moi c'est que du relationnel. Bon, il y a les réseaux sociaux, alors il doit y avoir pas mal de fautes sur mon compte, mais heureusement j'ai ma femme qui m'aide et qui relie souvent quand je lui demande les posts que je vais faire. Mais aujourd'hui, très sincèrement, ça ne me pose aucune limite. Et par contre, j'ai des atouts, c'est-à-dire qu'effectivement, le côté empathique, mon expérience de vie, autant, tu vois, sur le plan scolaire que même social, on a traversé toutes les couches sociales avec ma famille. J'ai beaucoup, beaucoup d'expérience de vie qui me permet finalement de m'intéresser profondément à chaque personne. Et en tout cas, trouver un point commun avec chacune des personnes que je rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, essayer d'aller chercher la petite chose qui peut être voilà, en lien avec un de mes patients. Et ça c'est vraiment c'est une passion chaque jour, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire alors que tu as su adapter ta vie professionnelle à tes particularités? Bah, complètement, absolument. Et j'ai réussi, je pense, à en tirer un avantage. J'ai toujours cette difficulté qui est latente, mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose auquel je suis confronté de plein fouet. Donc, je passe complètement à côté. Super, bah écoute, franchement, merci beaucoup. Et alors du coup, je voulais venir sur ce dont tu m'as parlé. Avant, cette thématique, c'était épidermique. Tu nous expliques? Ouais. C'est vrai que c'est
Je suis très compétiteur, mais très auto-compétiteur depuis toujours. Ça, vraiment, je pense que c'est éducationnel. C'est mes parents qui m'ont forgé comme ça, et tant mieux, c'est très bien. Et je ne supporte pas euh, me reposer sur mes lauriers. C'est vraiment quelque chose, ça, je ne peux même pas le concevoir. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire toujours mieux. Ça, c'est pas pour être meilleur que quelqu'un d'autre, ça, au contraire, même, j'ai pas du tout envie de me comparer aux autres parce que je trouve pas ça très sain d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai besoin d'aller plus loin. Et je suis désolé, je sais plus où on voulait en venir. Tu peux me rappeler ta question? Y a pas de souci. Je te demandais en fait, qu'est-ce qui faisait que c'était épidermique pour toi de parler des Oui. atypies en fait? Parce que tu sais, j'avais fait un épisode de podcast sur ces atypiques qui Oui. critiquent les atypiques, qui veulent pas y Oui. croire, et à quel point ça peut être très compliqué pour certaines personnes qui veulent justement parler de ça, se confronter à ces gens qui justement en fait disent ça n'existe pas, que c'est n'importe quoi, que c'est bullshit et tout ça, et alors qu'on sent bien que eux-mêmes sont concernés. Oui. Et en plus, c'est ces gens-là qui réagissent en général avec le plus de virulence. Alors, je sais pas si toi tu réagissais comme ça, mais j'aimerais bien que tu nous en parles. Alors, pas avec de la virulence, je réagissais pas comme ça, mais en fait, ça me renvoyait finalement à une image de moi que je ne maîtrisais pas. Et en fait, j'ai pas du tout envie de voir quelconque atypie comme un handicap. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens que j'ai croisés qui parlaient des atypies comme une espèce de fragilité, une petite chose qui leur permet de ne pas se dépasser. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer pour moi-même, en tout cas, et je n'ai absolument pas envie que quelconque atypie soit un frein pour moi. Et me dire que je suis soit hypersensible, dysorthographique, dyslexique, tout ce que tu veux, pour moi, c'est qu'un frein potentiel à la réussite de l'objectif que je me suis fixé. Et donc, c'est pour ça que pendant des années, moi, j'ai refusé totalement de me poser cette question parce que c'est pas un handicap, peu importe, je veux foncer, je veux y arriver. Et, euh, et après, j'ai grandi aussi dans un milieu où voilà, c'était socialement un petit peu difficile. Et bon, voilà, si déjà, t'as pas trop de moyens financiers, t'as pas non plus, t'es nul à l'école, t'as pas envie d'avoir la casquette, tu sais, je sais pas, de quelconque atypie, ça rajoute une fragilité qui peut forcément te casser un peu les ailes pour décoller, quoi. Donc c'est pour ça que moi, pendant des années, ça m'a plutôt épidermisé parce que je voulais pas du tout être rattaché à ça. Et j'étais un peu jaloux, à vrai dire, des gens qui arrivent à l'assumer spontanément et se dire, bah moi, je suis hypersensible et je le vis bien parce que moi, je le vivais en tant que fragilité, tu vois. Et c'est pour ça que c'était compliqué. Mais aujourd'hui que j'ai la chance d'avoir eu le parcours que j'ai eu et que je suis bien dans ma vie, j'arrive à en parler, j'arrive à l'accepter et je fais un travail là-dessus justement pour me découvrir parce que j'ai refusé finalement de me découvrir pendant très longtemps. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que, en fait, parce qu'on va propager cette image de bah, c'est un handicap, c'est fragile, et puis genre, tu peux rien y changer, et genre, tu vas avoir un boulet toute ta vie au pied, bah, c'est sûr que ça peut freiner en disant, bah non, ça me tente pas trop ton truc. Non, merci, tu vois, je passe mon tour. Alors même que, en réalité, c'est bien une neuroatypie, c'est donc un fonctionnement cognitif, émotionnel, donc différent d'une norme donnée, je le redis bien, Ouais, norme qui plus est, et au départ médicale. Et donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est pathologique, alors que ce n'est pas une pathologie, et que c'est le cerveau qui fonctionne donc différemment. Mais différemment, ça ne veut pas dire qu'il fonctionne moins bien, en fait. Et exact. je vois de plus en plus de personnes neuroatypiques, et surtout dans les gens qui ont des parcours exceptionnels, en fait, et qui choisissent des voies exceptionnelles, des personnalités exceptionnelles. Et quand je dis exceptionnelles, c'est pas forcément des gens qui sont célèbres ou hyper reconnus, ça n'a rien à voir, mais Bien des sûr. gens qui arrivent vraiment à aligner leur vie, en fait, à leurs besoins, qui se sont totalement alignés, qui ont des convictions et qui arrivent à vivre avec leurs convictions, qui arrivent, tu vois, comme toi, à associer, en fait, toute leur vie personnelle et professionnelle, et donc à s'épanouir beaucoup plus. Ben, en général, ce sont des atypiques en vrai de vrai, tu vois, et ça, c'est hyper important de le dire. C'est pour ça que je dis que ben, ça peut être un super pouvoir, ça peut être une force, mais cette différence peut être pointée du doigt. Et malheureusement, dans un monde ben, très normocentré, avec Oui. un parcours scolaire où il faut rentrer dans des cases, bah oui, forcément, tu as la sensation que c'est un handicap. Et du coup, pour toi maintenant, quels seraient les avantages justement de cette connaissance de toi-même? Pourquoi, bah, à un moment donné, tu t'es dit, bah, je vais quand même aller voir une orthophoniste, je vais aller chercher, je vais aller creuser mes atypies. Quel est, selon toi, l'avantage? L'avantage, en fait, ça m'a permis en réalité d'être un peu plus apaisé avec moi-même.
C'est-à-dire que vraiment, je suis vraiment très dur avec moi-même. Quand j'arrive pas à faire quelque chose, très sincèrement, c'est ouais, je m'attraque, je m'attraque. Et en fait, face à cette difficulté pour moi de l'orthographe, euh, c'est compliqué, tu sais, quand même, de te dire j'ai un doctorat de médecine et d'être obligé, à chaque fois que tu fais une ordonnance, de regarder comment s'écrivent les mots que tu écris tous les jours sur Internet. C'est quand même dingue. Et ça, pour moi, c'était très violent et c'était vécu comme un échec. Et aujourd'hui, du coup, sur cet aspect-là, je suis plus indulgent. Et j'ose le dire, par exemple, si un patient me pointe du doigt, tiens, là, il y a une faute, j'ose dire, bah oui, voilà, mais j'ai cette difficulté. Et ça me fait du bien en fait. Et ça m'a permis aussi, tu sais, de m'ouvrir un peu l'esprit sur moi-même en réalité, parce que je m'aperçois, il y a beaucoup de choses qui me stressent par exemple, et je comprends que c'est en lien aussi avec cette 10. Par exemple, je m'étais surpris, je devais aller à Paris parce que j'avais une formation là-bas, donc j'y suis allé. Et avec le stress des horaires, tout ça, tu vois, je lis beaucoup moins bien, beaucoup moins vite en fait. Et je m'étais jamais aperçu de ça. Et ce qui fait que j'étais devant, tu sais, le panneau du métro avec telle station, et je me suis aperçu que ça faisait 5 minutes que j'étais devant et tout le monde fonçait, passait devant moi comme ça, et j'arrivais pas à me concentrer pour bien lire les mots. Et j'étais là comme un enfant, tu vois, qui apprend à lire, à essayer de repérer. Et c'est fou parce que ça, avant, je n'aurais pas prêté attention à cette difficulté, je l'aurais juste vécu comme un moment encore plus stressant. Et là, ça m'a permis de me recentrer, me dire, OK, 2 minutes, tout va bien. Allez, je me pose et je refais redescendre la pression et j'avance, quoi. Ouais, en fait, ça redonne du sens à des Exactement. petits événements de ta vie qui, en fait, t'auraient pu stresser et te auto-flageller sans cesse en disant, ben voilà, encore une fois, tu n'y arrives pas. Alors que là, ça donne du sens. Tu dis, mais c'est juste que j'ai un fonctionnement différent, point. Et donc, je dois juste adapter, en fait, parce que je sais que j'ai besoin juste d'adapter certaines choses, mais je vais très bien y arriver. Et Ouais. pour finir, j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais des conseils là, alors c'est toujours délicat de donner des conseils parce que bah, on ne connaît pas les gens, mais des pistes en tout cas, des réflexions pour les gens qui nous écoutent, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants, tu vois, et qui se disent, bah, je pense pas, moi, lui, en fait, genre se dire, non mais Valentin, c'est une exception, quoi, parce que voilà, c'est juste impossible d'y arriver, en fait, avec des troubles 10, moi j'ai trop de difficultés, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors déjà, le premier message que j'aimerais te donner, c'est à toute l'équipe enseignante. Je pense que moi, j'ai eu un profond respect en fait pour ces 5 professeurs qui ont été les seuls de toute ma scolarité à me tendre la main. Les profs, les conseils d'orientation ont un impact monumentale sur la vie des gens, en fait. Et ça, c'est dommage parce que tu vois, en France, malheureusement, c'est pas valorisé. On voit le système scolaire qui est pas financé, etc. Mais en tout cas, j'ai envie de leur dire, sachez que le petit ou la petite là au fond de la classe qui est pas concentré, qui a l'air rêveuse, qui fait n'importe quoi, qui est en train de faire des graffitis sur la table, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. On peut pas être mauvais spontanément. C'est peut-être quelqu'un de différent qui n'arrive pas à trouver sa place et vous pouvez être la personne qui leur tend la main et permettre à cette personne d'avoir une carrière qui lui correspond. Grâce à ça, j'ai pu soigner des centaines de personnes, voir des histoires fantastiques grâce à ces profs-là. Et ces professeurs-là, si vous écoutez le podcast, vous pouvez être la main tendue. Et ça, c'est vraiment le message pour moi le plus important. L'indulgence et réussir à bien manager les élèves. Je sais que c'est pas facile, mais ça, ce serait le premier message. Après, pour les enfants et les parents, il faut jamais avoir peur de rêver trop grand. Les seules limites, c'est les limites qu'on s'impose. Si votre enfant vous dit, maman, je veux être astronaute, papa, je veux être astronaute, mais vas-y, fonce, et tu sais quoi, va sur Mars en fait, tu vas y arriver. C'est possible en fait. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Rien du tout, à part de dire, bah non, tu vas peut-être te casser le nez. Mais tout ça, ça ramène juste de la frustration et on vit dans un monde quand même très compliqué, qui n'est pas forcément toujours joyeux. Et le rêve, c'est quand même ce qui nous permet bah, de se transcender, de penser à autre chose. Et on peut aller approcher ce rêve, et ça, il faut y aller à fond. Et manager ses enfants, ça, je pense que c'est important parce que moi, c'est aussi la chance que j'ai eue. Mes parents l'ont fait à l'instinct, je pense, mais je pense qu'on peut apprendre à essayer de comprendre comment le profil de son enfant, comment il fonctionne, pour pas forcément lui imposer une méthode d'apprentissage, mais lui proposer des méthodes alternatives pour qu'il soit encore meilleur que ce qu'il pourrait être. Voilà mes messages. Ouais, merci, merci beaucoup Valentin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter, que on n'aurait pas parlé ou que j'aurais oublié de te demander, qui te semble important de rajouter pour cette fin d'épisode?
Non, mais je pense que je suis très content en tout cas d'être passé dans ton podcast parce que ça, c'était un sujet qui me tenait à cœur et j'ai vraiment envie en Ouais, tout cas de communiquer beaucoup plus là-dessus pour donner carrément. peut-être un petit peu d'espoir. Et comme tu le disais il y a quelques instants, voilà, moi je suis vraiment pas exceptionnel, hein, je suis quelqu'un de tout à fait normal, d'ordinaire en fait. J'ai juste eu la chance de penser autrement à des moments clés et ça, c'est à la portée de tout le monde. Bah, merci beaucoup. Moi, je suis hyper émue parce que j'apprécie énormément, en fait, ton naturel. Tu parles les choses de manière très naturelle et décomplexée et je pense qu'elle fait du bien. Tu nous as sorti dans cet épisode, je pense, mais des pépites, mais vraiment des vraies pépites en termes d'authenticité, de motivation aussi. Je pense que ce mindset dont on entend beaucoup parler dans le développement personnel, ça peut agacer certaines personnes, mais vraiment, ça fait toute la différence en fait. Et ça se D'accord. travaille en état d'esprit. C'est pas du jour au lendemain parce que ça se travaille et ça se travaille notamment parce qu'on se challenge, parce qu'on se confronte à l'échec, parce que ben, on se relève après un échec, parce qu'on en fait quelque chose de cet échec et ainsi de suite et parce qu'on n'abandonne pas en fait. Et tu l'as magnifiquement bien dit, c'est-à-dire que tant qu'on fait des efforts, on ne peut que progresser en fait, Bien sûr. qu'importe d'où on part. Et ça, c'est hyper important. Donc, franchement, un grand merci. Je suis persuadée que cet épisode va énormément aider le monde. Et on parle pas assez des troubles 10. Donc, franchement, merci de l'avoir fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!